Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Votre entreprise risque-t-elle une cyberattaque? Réponse courte, oui, malheureusement. Mais quels pièges utiliseront les pirates? Combien ça risque de vous coûter? Et surtout, comment déjouer ces menaces? Comment assurer la pérennité de votre activité? Des questions cruciales. À l'heure où la cybermalveillance explose en France, un seul chiffre pour comprendre: toutes les 40 secondes, une entreprise française serait prise pour cible, avec des conséquences souvent dramatiques. Mais heureusement, il existe des parades, des conseils pratiques, mais aussi des solutions techniques. Et pour en parler, j'accueille Anthony Clément, directeur du développement professionnel et entreprise au sein de Banque Populaire. Bonjour Anthony. Bonjour. Accompagné de 3 experts, Lucas Terme, responsable des comptes partenaires chez Made in Black, leader français de la protection numérique des collaborateurs. Bonjour Joachim, bonjour à tous. Bonjour Lucas. Thomas Sicoli, directeur commercial de Turbo, leader français des logiciels de communication française, que des leaders aujourd'hui. Bonjour à tous. Et Hervé Perron, vous êtes expert en assurance cyber au sein de WTW, courtier en assurance. Bonjour Joachim, bonjour à tous. Bonjour. Nous allons donc faire ensemble l'état des lieux, des enjeux, des menaces, avant d'aborder une partie solutions et conseils. Vous avez des questions? N'hésitez pas vraiment à les poser via l'onglet dédié et nous vous répondrons tout à l'heure en fin de webinaire. Mais la première question, elle est pour vous, Anthony, tout simplement. Pourquoi organiser ce webinaire aujourd'hui? Écoutez, nous organisons ce webinaire tout simplement parce que la cybersécurité est une préoccupation extrêmement forte de nos clients chefs d'entreprise. Et d'ailleurs, en tant que première banque des entreprises, eh bien, on doit répondre à cette préoccupation. Ça fait tout simplement partie de notre accompagnement au quotidien. Et d'ailleurs, une étude OpinionWay, publiée en 2004, confirme cette préoccupation des chefs d'entreprise. Ce sont 2 entreprises sur 5 qui se sentent exposées aux cyberattaques. Et puis, pour les petites entreprises, 27% d'entre elles nous disent même n'avoir aucune défense. Et ces enjeux n'ont jamais été aussi élevés, et ils le sont d'autant plus dans le contexte géopolitique que l'on connaît. D'accord, donc des entreprises qui se sentent, des professionnels qui se sentent un peu démunis, et à côté des enjeux et des menaces réelles. Oui, c'est tout à fait cela, Joachim. Les cyberattaques sont d'ailleurs très fréquentes. On estime que 67% des entreprises françaises ont subi une tentative de cyberattaque en 2024. Et quand ces attaques réussissent, c'est une erreur humaine qui est à l'origine de 90% des cas. Par exemple, je suis fan de motocross, je reçois un message alléchant sur le sujet, je clique et c'est le début des ennuis. Le préjudice pour une PME peut atteindre jusqu'à 100 000, 250 000 euros en moyenne, avec donc le risque de se retrouver en très grande fragilité financière. Et face à ce risque, on ne peut pas rester sans réagir. Et c'est la raison pour laquelle Banque Populaire propose un accompagnement et des offres de protection avec nos partenaires. D'accord, effectivement, on va détailler tout à l'heure cet accompagnement et ces offres de protection. Mais avant, pour qu'on comprenne bien, parlons des menaces. Lucas, quelles sont les attaques les plus fréquentes? Alors les attaques les plus répandues aujourd'hui, le plus gros des cyberattaques vont démarrer par un email. On constate surtout aujourd'hui 2 grandes typologies d'attaques par ce vecteur. La première, je pense qu'on a tous été confrontés ici dans nos vies professionnelles ou personnelles, c'est le phishing ou l'hameçonnage en français. Qu'est-ce qu'un mail de phishing? C'est un cyberattaquant qui va usurper l'identité d'un prestataire, d'un tiers de confiance pour nous usurper, pour collecter des données personnelles et ensuite mener à bien sa cyberattaque. C'est aujourd'hui la principale cyberattaque répandue dans le milieu personnel ou professionnel. Une seconde grande typologie d'attaque aussi très développée de nos jours, c'est le ransomware. Ça va être à peu près la même méthodologie, à savoir le cyberattaquant qui va usurper l'identité d'un tiers de confiance. Sauf que la méthodologie de l'attaque va changer. Là, ce ne sera pas un lien pour collecter des données, mais ça va être une pièce jointe à ouvrir. Et malheureusement, cette pièce jointe, on va penser ouvrir un fichier PDF ou un fichier Excel. Mais malheureusement, ça va être un virus informatique qu'on appelle généralement un cryptolocker qui va venir bloquer le système d'information. Ça veut dire qu'on ne peut plus accéder à nos ordinateurs, à Internet et tout ce qui s'ensuit. Et ce que font les cyberattaquants ensuite, généralement, c'est qu'ils vont demander une rançon à l'entreprise pour rendre l'intégrité du système d'information. D'où cette typologie de ransomware. Ce qu'on constate, c'est que dans tous les cas, on est dans de l'usurpation d'identité. Dans tous les cas, les pirates vont faire appel justement à notre manque d'entraînement pour justement mener à bien cette cyberattaque.
Okay, donc le mail, premier vecteur d'attaque, mais il y a également de nouvelles typologies d'attaques, de nouvelles typologies d'attaques qui arrivent? En effet, malheureusement, la surface d'attaque se diversifie de plus en plus, et notamment autour de l'utilisateur. Comme on l'a dit en début de webinaire, 90% des attaques réussies viennent d'une erreur humaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les cyberattaquants peuvent démarrer leur attaque par un QR code malveillant, par exemple. C'est des choses qui peuvent arriver. Une clé USB qui contient une pièce jointe vérolée, voire même le SMS. On reçoit tous de plus en plus des SMS un peu bizarres de colis chronopost bloqués ou autres. Ce sont malheureusement une surface d'attaque qui se multiplie autour de l'utilisateur, ce qui fait qu'on doit être de plus en plus vigilant face à cette recrudescence. D'accord. Hervé, vous retrouvez ce type d'attaque dans les sinistres que vous traitez? Oui, complètement. C'est des sinistres qui sont en forte progression. Avant, effectivement, un chef d'entreprise craignait plus l'incendie. Maintenant, effectivement, en premier lieu, c'est la cyberattaque. Parce que la cyberattaque, c'est le ransomware, comme le disait très bien Lucas. C'est la fraude au virement. C'est le blocage du système informatique. Tout ça, effectivement, ça engendre des pertes financières pour une entreprise. Donc, c'est vraiment... le cyber est vraiment un sinistre numéro 1. D'accord. Thomas, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur ces fraudes au virement? Oui, tout à fait. Fraude au virement, on va en distinguer 3 essentiellement. La fraude aux dirigeants, la fraude aux faux techniciens et la fraude aux faux fournisseurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si les modes opératoires vont changer un tout petit peu, le but du fraudeur est toujours le même, c'est de faire exécuter par un utilisateur, par un collaborateur, un virement. Bon. Petite anecdote intéressante, on avait il y a quelques années abordé la police judiciaire qui nous disait que maintenant les entreprises, du moins les fraudeurs, étaient organisés en entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un service d'enquête, des gens qui vont enquêter sur les entreprises, récupérer des informations pour avoir le nom des salariés, le nom des collaborateurs, etc. Ensuite, vous avez un service acteur, là c'est les fraudeurs qui passent à l'action, qui vont appeler directement les collaborateurs pour essayer de les frauder. Et ensuite, vous avez un service recouvrement qui va récupérer justement les fonds. Donc, il faut prendre conscience qu'on a à faire face à nous des professionnels qui sont très bien organisés. Concrètement, c'est comment une fraude au virement? Alors, une fraude au virement, fraude au faux fournisseur, par exemple. Vous allez recevoir un mail ou un courrier vous indiquant que votre fournisseur a changé de coordonnées bancaires. Si vous ne faites pas les vérifications nécessaires, vous êtes potentiellement face à une fraude, c'est-à-dire que vous changez l'IBAN, vous envoyez votre virement, et malheureusement, le virement ne parle pas du tout à votre fournisseur, mais part à un fraudeur. Donc pour ça, on le verra par la suite, mais on a tout un tas de fonctionnalités qui permettent justement de verrouiller ce type de choses. D'accord. Donc, changement de RIB, changement d'IBAN et faux ordres de virement. Les faux ordres de virement, voilà. Le fraude aux faux techniciens, c'est quelque chose qui a une recrudescence depuis maintenant quelques mois. Quelqu'un vous appelle, se fait passer pour le technicien de la banque et vous demande de faire un virement de test. Bon. Alors, ça nous arrive, moi j'en ai déjà fait des virements de test avec des clients, mais je vous rassure, quand je fais un virement de test, en général, c'est 1 centime. Là, on a des fraudeurs, bien sûr, qui vous demandent de faire un virement de test de 10, 15, 20 000 euros, en prétextant qu'il faut un gros montant pour être sûr que le flux passe bien. Et puis malheureusement, c'est un virement frauduleux et vous récupérez très rarement vos fonds. D'accord, virement frauduleux, et c'est des fraudes qui sont bien plus fréquentes qu'on ne croit. Alors, bien plus fréquentes, on a à peu près plus de la moitié des entreprises qui ont déclaré avoir été victimes d'une tentative de fraude au faux virement. Donc, très important. Et une donnée essentielle aussi, c'est que malheureusement, tous les secteurs d'activité sont touchés. Fut un temps, certaines, par exemple, les associations disaient j'ai peut-être un peu moins de risque de me faire frauder. Malheureusement, toutes les activités et aussi bien les associations peuvent être fraudées, avec des préjudices et des montants qui sont très importants, puisque je crois que sur 2024, on est un peu plus de 1,1 milliard de fraudes aux virements scripturaux. D'accord, donc c'est effectivement des montants colossaux. Très importants. Et des hackers extrêmement bien outillés, Lucas. De plus en plus outillés, on parlait de diversification, mais il y a également une sophistication aujourd'hui des typologies d'attaques. Je pense notamment au spear phishing, en français ça va être de la fraude au président, ça va être un mail d'hameçonnage mais beaucoup plus sophistiqué, où là on va vraiment usurper l'identité d'une personne de confiance au sein de l'entreprise ou d'une personne à haut pouvoir de décision pour justement collecter des données de plus en plus sensibles auprès de personnes qui vont être un peu plus bas dans l'organigramme. Aujourd'hui, avec un outil comme l'intelligence artificielle, malheureusement, il est beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux de générer ces typologies d'emails. Nous, par exemple, de notre côté Mail in Black, en 2024, on a constaté une augmentation de cette typologie d'attaque de près de 231% entre 2023 et 2024 sur cette typologie d'emails bloqués. Pour preuve que malheureusement, les cyberattaquants ont de plus en plus d'outils pour pirater notre esprit. D'accord. Vous disiez, Thomas, tout à l'heure que tous les secteurs sont sous-touchés, mais je crois que les hackers ciblent particulièrement les TPE et les PME, c'est ça? C'est exactement ça. On a tendance à penser dans l'imaginaire collectif que ce sont seulement les grosses structures qui sont cyberattaquées, parce que c'est ce qui fait globalement la une des journaux, la une des médias. Mais il s'avère que 63% des entreprises qui ont subi une tentative d'attaque en France en 2024 étaient une TPE ou une PME.
Donc le plus gros des entreprises attaquées sont malheureusement les structures les plus petites. Nous, par exemple, côté Mail in Black, il s'avère que sur la volumétrie d'emails malveillants qu'on va bloquer, on va bloquer près de 3% de mails malveillants auprès d'une TPE contre seulement 1,5% de mails malveillants auprès d'une grosse entreprise. Pour diverses raisons qu'on va détailler, mais c'est notamment un manque de budget et surtout les populations de collaborateurs auprès de ces structures sont beaucoup moins bien sensibilisées et entraînées à déjouer justement ces cyberattaques. D'accord. Anthony, un mot sur cette vulnérabilité spécifique des TPE et des PME ? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs facteurs défavorables aux TPE et PME qui vont se cumuler. Tout d'abord, un manque de moyens financiers. Une petite entreprise ne peut pas se permettre d'avoir un responsable de sécurité informatique à temps plein. Ensuite, un manque de sensibilisation des salariés, ça a été évoqué à l'instant, et on a une statistique à ce sujet, ce sont 63% des salariés français qui ne sont pas formés à la cybersécurité, avec un taux qui monte même à 75% pour les TPE. Et puis, surtout, un dirigeant de TPE, de PME, et sur tous les fronts. Il va d'abord s'occuper de l'activité cœur de son entreprise et il n'a pas nécessairement le temps, les compétences ou les ressources pour s'intéresser à la cybersécurité. D'accord. Alors que le problème, on l'a vu, est crucial. Lucas, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus visés que d'autres ? En effet, encore une fois, sur notre baromètre cyber 2024, donc sur la volumétrie de mails bloqués sur l'ensemble de nos clients côté Mail in Black l'année dernière, on a vu surtout et constaté une augmentation de plus de 200% de la volumétrie d'attaques constatées sur les secteurs de la santé et le secteur public. Pourquoi ? C'est des raisons qu'on va détailler ensuite de webinaire, mais ce sont des secteurs particulièrement touchés. Au-delà, on va avoir des secteurs notamment comme l'emploi, l'industrie aussi. Malheureusement, ce sont les secteurs d'activité où les données vont être le plus sensibles que les cyberattaquants vont chercher de plus en plus à attaquer. D'accord. Pourquoi ces secteurs spécifiquement, Hervé ? Alors oui, le secteur de la santé, le secteur des notaires aussi, les cabinets notaires, les entreprises de transport aujourd'hui sont des cibles parce qu'elles génèrent effectivement énormément de données sensibles. On a évoqué tout à l'heure les associations, mais effectivement les associations et les fondations sont vraiment aujourd'hui dans le cœur du système des hackers. Et c'est ces entreprises qui n'ont pas forcément prêtes à arrêter leur activité. J'ai un exemple concret pour un peu illustrer mes propos, c'est qu'effectivement au sein de WTW, on a géré un sinistre d'une entreprise de travail temporaire, une assez grosse entreprise, qui a été effectivement piratée. Intrusion dans ce système informatique, arrêt de l'activité, perte de données, perte d'exploitation. On est intervenu sur toutes les lignes, effectivement ça a coûté pas loin de 600 000 €. Donc sans l'assurance cyber, je pense que l'entreprise, je redis, était en très grande difficulté. D'accord. Donc ça concerne toutes les entreprises, notamment celles qui utilisent ou stockent des données sensibles et qui ne peuvent pas se permettre d'interrompre leur activité. Ça fait quand même beaucoup de monde. Exactement. En France. Exactement. Merci messieurs pour ce tableau complet des menaces. On va s'intéresser maintenant aux moyens de défense, car heureusement ils existent. Mais avant de détailler les solutions techniques, j'aimerais que l'on parle de nous, les hommes et les femmes derrière l'écran. Car Lucas, la première clé, c'est la formation, la sensibilisation des collaborateurs. Encore une fois, oui. Encore une fois, 90% de la problématique est souvent humaine. Comme on aime dire dans la cyber, le problème est souvent entre le clavier et la chaise. Mais il ne faut pas seulement former la population de collaborateurs, on va dire, qui est plutôt en bas de l'organigramme, mais l'ensemble de la structure. Aujourd'hui, même le dirigeant doit s'allouer à lui-même, doit mettre en place des process pour se sensibiliser, s'entraîner, se former, parce que les dirigeants sont malheureusement une cible privilégiée aujourd'hui des cyberattaquants. Ils ont tendance à penser qu'eux ne seront pas attaqués, mais on connaît des typologies d'attaques qui vont cibler aujourd'hui non pas la porte d'entrée de la structure comme la secrétaire, mais directement le directeur financier, le directeur général ou autre. Donc déjà, le premier point va être de sensibiliser le dirigeant. Encore une fois, pour preuve, sur nos outils de sensibilisation qu'on propose côté Mail in Black, il s'avère que 18% des dirigeants d'entreprise tombent dans le panneau sur des fausses cyberattaques qu'on peut leur envoyer. Donc pour preuve qu'il y a aussi un manque aussi de formation et de sensibilisation sur cette population. Et il y a un devoir d'exemplarité. Donc le dirigeant se forme, se sensibilise et va répandre ses bonnes pratiques et la bonne parole sur le reste de son organisation. Donc deux populations, les dirigeants et les collaborateurs, c'est ça ? C'est bien ça. Et nous, côté collaborateurs, justement, comment fait-on pour être vigilant concrètement ? Je reçois un email, qu'est-ce que je dois regarder ? Qu'est-ce que je dois regarder ? Le premier point d'alerte à regarder, c'est l'adresse email expéditrice. Qui nous envoie l'email ? Généralement, les pirates vont utiliser un petit peu l'effet d'urgence pour nous avoir. Donc par exemple, regardez derrière l'arrobase, je prends un exemple, je reçois un mail de Microsoft, regardez que le O n'ait pas été remplacé par un 0. On a tendance à ne pas le voir à l'œil nu, mais ça prouve que c'est un nom de domaine usurpé et qu'on a potentiellement affaire à un mail malveillant. D'autres points d'alerte à avoir également,
la mise en page de l'email. Je parle de la sémantique, de la mise en page, de l'orthographe. Même l'écart entre les lignes peut parfois nous mettre la puce à l'oreille. Si on voit qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau de la mise en page, il vaut mieux rien faire parce qu'on a potentiellement affaire justement à un mail qui a été généré par de l'IA par exemple. Et dernier point, regardez la provenance des liens et des pièces jointes présentes dans les emails. Par exemple, un lien présent dans le mail, on peut mettre absolument ce qu'on veut et modifier ce lien en question. Il suffit de passer la souris sur le lien pour voir le véritable lien brut s'afficher en bas. Et si on voit que ça amène vers une page ou un nom de domaine un petit peu suspect, à ce moment-là, il ne faut rien faire. Et dans l'idéal, signaler l'email aux personnes qui dirigent la politique de sécurité au sein de l'organisation. D'accord, donc à chacun d'entre nous d'être vigilant. Thomas, qu'est-ce que vous conseillez, vous, pour faire face aux fraudeurs ? Alors, quelques exercices qui marchent bien, qu'on a pu voir avec nos clients. Le premier, c'est faire déjà un audit de sécurité de ces systèmes d'information. Donc, vous faites appel à une entreprise. Alors, il y a des sites étatiques qui donnent des adresses, parce qu'il ne faut pas non plus faire appel à n'importe qui. Mais il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le domaine, qui viennent chez vous et qui repèrent éventuellement si vous avez des failles cyber dans votre système d'information ou dans votre système informatique. Ensuite, et ça on le fait aussi au niveau de la Banque Populaire avec les experts et avec les entreprises, c'est un travail de réflexion sur un audit de sécurité sur la direction financière. Pourquoi la direction financière ? Puisque c'est les collaborateurs qui vont avoir accès à des logiciels qui potentiellement peuvent faire des virements. Donc il faut bien sensibiliser premièrement ces collaborateurs-là et vérifier avec eux si les procédures sont bien efficientes. Ensuite, de mettre en place une charte informatique. Alors ça peut paraître un peu trivial, mais quelque part, ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça sensibilise le collaborateur et ça lui donne en fait une perspective de comment il doit utiliser l'informatique dans un milieu professionnel, qui est complètement différent que dans l'utilisation qu'on a à la maison, par exemple. Et ensuite, ça le sensibilise et ça lui donne un vernis sur comment utiliser son matériel dans le professionnel. Dernier point important qui marche très bien et qu'on fait souvent en banque, c'est les tests d'intrusion. Faites un test d'intrusion auprès de vos collaborateurs et voyez leur réaction. S'ils ne réagissent pas bien, ça leur servira pour la suite. D'accord, ça servira de leçon. Exactement. Vous recommandez aussi, je crois, une checklist, c'est ça ? Oui, plusieurs points qu'on doit avoir en tête. Donc on en a parlé depuis le départ, mais suis-je prudent sur les emails que je reçois ? Je pense que ça passe par là essentiellement. Ne surtout pas cliquer sur une pièce jointe. On en parlait ensemble tout à l'heure. Le fait de juste cliquer sur une pièce jointe permet au virus directement d'aller s'installer sur votre ordinateur. Il ne faut pas 2-3 heures pour que le virus s'installe, c'est vraiment immédiat. Ensuite, est-ce que vous avez une vérification en cas de changement d'IBAN ? On en a parlé tout à l'heure dans la fraude aux faux fournisseurs, mais c'est impératif d'avoir un contre-appel auprès de ses fournisseurs, ne pas changer un IBAN et ne pas faire son virement tout de suite. Est-ce que je sauvegarde régulièrement mes bases de données ? Là aussi, ça peut paraître un peu simple, mais c'est important parce que si on est face à un ransomware ou si on est face à alors que c'est un bloc que j'ai plus le nom exact un cryptolocker, merci. Si on est face à un cryptolocker, j'ai plus accès à mon ordinateur, qu'est-ce que je fais ? Si j'ai sauvegardé mes bases de données, ça me permet d'avoir une continuité d'activité. Et puis le dernier que je recommande souvent aux clients, parce que malheureusement on a eu des fraudes par ce biais-là, c'est de toujours retirer, vous savez, la clé USB qui vous sert à signer vos flux, toujours la retirer du port USB quand vous quittez votre poste de travail. Car si vous avez un logiciel espion dans votre ordinateur et que vous quittez votre poste de travail, potentiellement, avec la clé, une personne peut venir signer un flux à votre insu. D'accord, et même en votre absence, d'accord. Tout à fait. D'une manière générale, il faut aussi se méfier de l'urgence, c'est ça ? Oui, alors ça doit toujours mettre la puce à l'oreille, c'est ce que je dis souvent. Le caractère urgent, c'est jamais bon signe, parce que les fraudeurs vont beaucoup en jouer. Donc mieux vaut attendre, peut-être même 24 heures avant de faire un virement, plutôt que de faire le virement un peu dans la panique et que ça soit, du moins que ça s'avère être un virement frauduleux. Dans le doute, on attend, on temporise avant de faire. On temporise. Toujours temporiser. Ok. Je crois que c'est aussi votre conseil, Hervé, ne pas paniquer. Ne pas paniquer, ne pas payer. Effectivement, avant, les hackers jouaient le jeu, c'est-à-dire qu'on payait éventuellement une rançon et on retrouvait nos données. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, c'est plus du tout garanti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut se méfier de ça et parfois même ça peut engendrer des difficultés sur le système informatique. D'accord. Donc c'est quoi le mot d'ordre ? Le mot d'ordre, c'est ne pas payer. Aller directement, si on a une suspicion ou un cyberattaque, aller directement porter plainte à la gendarmerie et au commissariat de police. Et après, appeler effectivement une entreprise spécialisée dans la cybersécurité. D'accord. Donc on se forme pour acquérir les bons réflexes, on se méfie de l'urgence et des demandes qui sortent de l'ordinaire, on temporise en cas de doute et on se méfie aussi des pièges de fin d'année parce que je crois qu'on arrive maintenant dans une haute saison des cyberattaques.
Oui, complètement. La fin de l'année, c'est vraiment le pic des cyberattaques. On dit toujours effectivement que le second semestre, voire le dernier trimestre de l'année, avec la rentrée des classes, avec les fêtes de Noël, avec d'autres fêtes, voilà, il y a beaucoup de flux sur Internet, beaucoup d'échanges, beaucoup d'achats rapides. Donc on fait moins attention. Effectivement, les hackers savent que c'est à ce moment-là qu'il faut piéger. D'accord, donc s'il y a une offre motocross pour le Black Friday, vous ne cliquez pas, Anthony. Vigilance. J'ai été attaqué, mon ordinateur est touché. Qu'est-ce que je dois faire? Et ne surtout pas faire. C'est la première chose que je voulais évoquer, surtout ne pas faire. On constate généralement un manque de sang-froid et un manque de bonnes pratiques en cas d'incident de sécurité. Donc le mauvais réflexe surtout à ne pas avoir, c'est j'ai cliqué sur le mauvais lien, la mauvaise pièce jointe, je ferme l'ordinateur, je rentre à la maison. Malheureusement, une fois qu'on a ouvert le lien, le virus va commencer à se répandre. Donc le premier bon réflexe à avoir selon moi déjà, ce serait de se couper d'Internet. Parce qu'un virus, il a vocation à se propager. On va pénétrer d'abord le système d'information, via un ordinateur, et ensuite via le réseau, grâce à Internet, le virus va se répandre sur l'ensemble du système d'information de l'organisation. Donc se couper d'Internet est un premier réflexe. Prévenir la personne qui dirige la politique de sécurité, encore une fois. J'ai cliqué sur un mauvais lien, et cette personne ensuite aura les bons réflexes qui ont été cités par Hervé tout à l'heure pour justement gérer cette crise. Donc le premier conseil, c'est de ne pas détourner le regard, c'est au contraire d'assumer malheureusement l'acte. Encore une fois, prévenir son prestataire informatique, son directeur du système d'information, et selon moi, le premier bon réflexe à avoir si malheureusement on a eu un mauvais réflexe. Il ne faut pas envoyer non plus le mail, forwarder le mail à l'entreprise pour dire attention. Surtout pas, parce que là encore une fois, si la pièce jointe est ouverte de plus en plus de collaborateurs, le virus va se répandre de manière beaucoup plus rapide. Ok. Ça, c'est à titre individuel. Et Thomas, je crois que vous conseillez, vous, aux entreprises, d'établir un PCA, un plan de continuité d'activité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit? Tout à fait. Si elles le peuvent, ça peut être un élément important. PCA, derrière la définition, c'est penser l'impensable. C'est-à-dire qu'en cas de catastrophe naturelle, d'incendie, d'inondation ou d'attaque cyber, qu'est-ce que je fais? Donc là aussi, je vais dresser une checklist pour mettre les collaborateurs dans une confiance. Puisque si jamais vous avez une attaque cyber, si vous n'avez pas cette checklist, potentiellement, vous pouvez être amené à faire des choses contre-productives, voire qui viendraient à empirer la situation. D'accord. Et qu'est-ce qu'il doit contenir, ce PCA? Je te laisse la main. Un PCA, effectivement, c'est un plan B en cas de catastrophe. Effectivement, c'est mis en place pour l'incendie, mais ça peut être mis pour le cyber, au contraire. C'est qui fait quoi, qui dois-je appeler en cas de cyberattaque, comment, effectivement, continuer son activité s'il y a une cyberattaque. Donc tout ça, effectivement, c'est fait aussi pour faciliter la gestion de crise en cas de cyberattaque. D'accord. Idéalement, en fait, il faut même l'imprimer et l'avoir à portée de main. Complètement. Il faut que ça soit effectivement à disposition de tout le monde. Ok. Et tout aussi important, sauvegarder, n'est-ce pas? Je crois d'ailleurs que c'est indispensable pour vous, les assurances. Ah oui, c'est indispensable. Ce sont des prérequis qui sont indispensables et indiscutables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trois grands fondamentaux. C'est la première, effectivement, faire des sauvegardes régulières. Si ce n'est pas tous les jours, c'est au moins tous les 7 jours de ces données. Le deuxième prérequis, c'est de faire ces sauvegardes sur des supports externes, alors que ce soit effectivement des disques durs, des clouds, des hébergeurs, mais il faut que ça soit effectivement externalisé. Et le troisième prérequis, c'est les mises à jour qui sont très importantes, les mises à jour de logiciels qui doivent être faites quand elles sont demandées. D'accord. À ce propos, je crois que demain, c'est le dernier jour pour les mises à jour de Windows 10. Après ce demain, il n'y a plus de mises à jour, c'est ça? Je crois que c'est bien ça, en effet. Donc, ce qui veut dire que plus de mises à jour dans toutes les failles de sécurité constatées dans Windows 10 ne seront plus colmatées. Donc, si on reste sur ce système d'exploitation, on va s'exposer justement avec ces failles ouvertes. C'est pour ça que Microsoft nous recommande, et en plus gratuitement, c'est assez rare de monter sur la nouvelle version, sur Windows 11, ce qui peut permettre encore une fois de garantir une sécurité maximum de notre système d'exploitation, qui est la base du fonctionnement de l'ordinateur, tout simplement. D'accord. Et je crois qu'un PC sur deux actuellement tourne encore sous Windows 10 en France. Donc effectivement, n'hésitez pas à faire la mise à jour dès demain vers Windows 11. Merci pour ces conseils très concrets. Il y a aussi des solutions techniques, vous êtes là pour en parler, parce que Banque Populaire a sélectionné les meilleures de ces solutions. Anthony, vous vous positionnez comme tiers de confiance. Oui, alors nous voulons effectivement offrir en quelque sorte à nos clients un bouclier contre les cyberattaques. Et pour cela, nous avons mis en place une approche globale avec nos partenaires experts. C'est sensibiliser et protéger avec Mail in Black et Lucas. C'est sécuriser les flux financiers avec suiteentreprise.com et Thomas. Et puis, c'est accompagner en cas d'incident avec WTW si les attaques ont passé la première ligne de défense avec Hervé. Et Banque Populaire propose ainsi un dispositif complet à ses clients. D'accord, alors on va voir ce dispositif point par point, ou plutôt ligne de défense par ligne de défense. Et on commence donc avec vous.
Lucas, pour sécuriser en amont, c'est ça? C'est bien ça. Nous, Men in Black, nous sommes un éditeur de solutions de cybersécurité, donc on va vraiment agir sur le volet préventif de la cybersécurité. En somme, nos solutions vont permettre à l'entreprise d'éviter de subir des cyberattaques, et notamment autour du vecteur de l'utilisateur. C'est notre cheval de bataille, c'est d'assurer une protection à 360 degrés autour du collaborateur. Ça va se reposer sur deux piliers. Le premier, ça va être la protection technologique. On va commencer par sécuriser la messagerie du collaborateur, comme le plus gros des cyberattaques, comme on le dit depuis le début, commence par un email. On va commencer par sécuriser sa boîte mail, tout simplement, pour qu'il ne soit plus confronté à ces cyberattaques. On peut même ajouter une brique de protection de mots de passe, de gestion de ces mots de passe. On en parle peu, mais malheureusement, avoir une politique de mots de passe trop faible peut entraîner des failles de vulnérabilité et des récupérations de données de la part de cyberattaquants. Donc j'invite tout le monde à avoir des mots de passe de plus en plus robustes pour protéger justement ces données. Et au-delà de ça, au-delà du volet technologique, on va également avoir un second pilier qui est l'entraînement, la sensibilisation, la montée en compétence de l'utilisateur sur le sujet des cybermenaces en proposant de la mise en situation réelle, de la sensibilisation, mais également de la formation plus pédagogique avec par exemple du e-learning pour que l'utilisateur ait le plus de connaissances possibles sur tous les sujets et toutes les thématiques qu'on peut avoir autour de la cybersécurité. J'ai été piégé, maintenant il faut savoir pourquoi j'ai été piégé et comment ne pas recommencer, quoi. Exactement. Et vous parlez de la sécurisation de la messagerie, comment ça marche? Alors comment ça fonctionne? Ça va être notre outil historique, c'est un outil qui s'appelle Protect. Ça va être un outil technologique qui va analyser et surtout sécuriser le flux de mails entrants de nos clients. Comment ça va fonctionner en quelques mots? C'est un outil qui va agir en amont du serveur de messagerie de nos clients. Donc il n'y a pas d'installation de logiciel ou autre à prévoir sur le poste informatique de l'utilisateur. Il continue à travailler sur son environnement de messagerie actuel. C'est simplement que nous, en amont, nous allons analyser tout le flux de mails entrants pour permettre d'éviter aux collaborateurs d'être confrontés à toutes les cyberattaques qu'il peut rencontrer sur le canal de l'email. Donc toutes les typologies d'attaques qu'on évoque depuis tout à l'heure, le ransomware, le phishing, la fraude au président, nos outils technologiques vont permettre de déjouer ces attaques-là et de mettre ces mails en quarantaine. Ce qui fait que sur sa boîte finale, l'utilisateur ne sera plus confronté à ces mails malveillants, mais également aux mails polluants. Nous, par exemple, côté Men in Black en 2024, il s'avère qu'on a bloqué près de 150 millions de cyberattaques sur nos 24 000 clients qu'on protège aujourd'hui et surtout 1,7 milliard de spam. Ça veut dire qu'à peu près 30% des mails qu'on reçoit sont des mails qui cherchent à nous polluer l'esprit ou à nous cyberattaquer. Cette solution va permettre justement d'éviter que le collaborateur travaille dans cet environnement un petit peu difficile. Heureusement que vous avez fait le calcul de pourcentage, parce que j'étais incapable sur les milliards et tout. C'était un peu des chiffres trop élevés. On a bien pris l'intérêt de la sensibilisation. Mais Anthony, comment est-ce qu'on peut faire si on n'a pas de budget formation? Écoutez, il existe des ressources gratuites. Ce sont par exemple les guides de l'ANSSI qui sont disponibles sur leur site internet ou encore les ressources de cybermalveillance.gouv.fr. Mais investir dans une formation structurée reste sans doute le plus efficace et nos solutions partenaires incluent souvent un volet formation dans leurs offres. D'accord, très clair. On passe maintenant au deuxième volet de la protection, la sécurisation des flux. Et c'est tout l'intérêt de suiteentreprise.com, c'est ça Thomas? Tout à fait. Suiteentreprise.com, c'est un logiciel développé par le groupe qui permet la gestion des flux à nos clients. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nos clients, ce qu'ils souhaitent, c'est de la fluidité et de la simplicité d'utilisation. Sauf qu'il a fallu qu'on rajoute depuis quelques années des petites briques pour sécuriser les flux. Alors c'est toujours le danger, ne pas quitter ou du moins de vue le côté facilité d'utilisation du logiciel, mais tout en rajoutant des briques de sécurisation. Des briques intéressantes, il y a par exemple la liste pays. La liste pays, ça permet dans notre logiciel de bloquer les flux vers des pays que le client n'aurait pas autorisés. J'ai aucun bénéficiaire vers l'Espagne, il n'y a aucune raison que mon logiciel accepte d'envoyer des flux vers l'Espagne, par exemple. Ensuite, on met en place des alertes. Les alertes, c'est pour être vraiment dans la proactivité. Je mets 30 000 euros sur des opérations sensibles. Dès qu'il y a une opération supérieure à 30 000 euros qui passera sur mon compte, le logiciel m'avertit en temps réel. L'intérêt, c'est que ça me permet d'être proactif vis-à-vis de ma banque. Et si jamais je suis face à une fraude, ça me permet éventuellement d'avoir plus de chances de récupérer les fonds. Ensuite, on a mis en place une application mobile qui permet le jeu des deux regards. C'est-à-dire que vous allez avoir une personne qui va signer un flux et une tierce personne qui va valider le flux. On met plusieurs couches de cinématique dans l'envoi d'un flux, ce qui permet de déjouer souvent les tentatives de fraude, et essentiellement la fraude au président, par exemple. D'accord. Donc c'est des paramètres, des autorisations à bien paramétrer. À bien paramétrer, mais une fois qu'elles sont paramétrées, très efficientes sur la gestion de la sécurisation derrière.
D'accord. Vous pouvez nous donner un exemple de comment ça a pu sauver une ou plusieurs entreprises? Oui, alors il y a quelques mois, on a eu un client justement qui nous a remerciés. Dans notre logiciel, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous allez récupérer un virement de fournisseur, par exemple, on va scanner tous les IBAN de ce virement et on est en capacité de détecter s'il y a un nouvel IBAN qui apparaît. En l'occurrence, le comptable avait fait un changement d'IBAN, n'avait pas prévenu sa directrice financière. Au moment de la signature et l'envoi du flux, la directrice financière a eu un message de notre logiciel lui indiquant que justement un nouvel IBAN était détecté. Elle s'est renseignée en interne pour savoir si les contre-appels avaient été faits. Les contre-appels n'avaient pas été faits et lorsqu'ils ont appelé le bénéficiaire, du moins le fournisseur, ils se sont rendus compte que c'était une tentative de fraude au faux fournisseur. Donc sans, je dirais, ce garde-fou, sans cette fonctionnalité, potentiellement, le virement serait parti. D'accord, donc là encore une fois, vigilance et contrôle humain. Et contrôle humain. Alors merci pour ces explications. Alors, on l'a bien compris, le risque zéro n'existe pas. Et donc on va s'intéresser à la troisième ligne, ou dernière ligne de défense, l'assurance cyber. Comment est-ce que ça complète ce dispositif, Hervé? Alors, l'assurance cyber s'assoit sur quatre piliers fondamentaux. Le premier, c'est toute l'assistance informatique. C'est-à-dire que dès lors qu'une entreprise a été hackée, on met à disposition de l'entreprise un numéro de téléphone, une hotline, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et dès qu'elle a cette suspicion ou cette attaque, elle nous appelle. Et immédiatement, elle rentre en contact avec nos experts informatiques qui prennent directement en charge le sinistre. Et ils peuvent même intervenir dans les 2 heures sur site pour voir d'où vient l'hémorragie et stopper surtout la fuite de données. Le deuxième pilier, c'est la partie juridique. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, quand il est hacké, a des obligations. On en parle tout à l'heure. C'était déposer plainte, effectivement, au commissariat de police ou à la gendarmerie dans les 72 heures. C'est également prévenir la CNIL. Il a une obligation de prévenir la CNIL en cas de cyberattaque et de prévenir aussi ses clients ou ses fournisseurs. Donc tout ça, c'est un accompagnement qu'on donne aux clients. On l'aide, effectivement. On prend en charge tous ces frais de notification. D'accord. Et 2 autres piliers? Alors, 2 autres piliers. Le troisième pilier, c'est la perte d'exploitation. C'est-à-dire que quand on a été piraté, on peut avoir effectivement son système informatique bloqué et un arrêt d'activité. Donc une perte de revenus. Et nous, on prendra en charge effectivement cette perte de revenus à compter des 12 heures d'interruption. Je dis 12 heures parce que c'est important pour une entreprise de e-commerce. Chaque heure compte. Donc voilà, une interruption de 12 heures, c'est important. Donc nous, on intervient pour la perte d'exploitation. Et la quatrième garantie, on va dire, c'est la responsabilité civile. La responsabilité civile, en fait, on viendra répondre et indemniser les clients qui ont subi des dommages collatéraux de nos clients qui ont été hackés. Ça peut être effectivement des fournisseurs, ça peut être des clients, ça peut être des prestataires qui ont également subi des dommages collatéraux. C'est un peu comme dans l'exemple dont vous parliez tout à l'heure? Exactement. Dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, quand j'ai évoqué l'entreprise de travail temporaire, donc blocage du système informatique, donc forcément les prestataires qui ont été impactés. Donc là, on a intervenu sur toutes les lignes. On a intervenu sur le paramètre informatique, la partie juridique, la partie d'exploitation et la partie RC. Et au final, effectivement, on a réglé ce qu'on a dit tout à l'heure, 600 000 €. Sans cette assurance-là, je pense que l'entreprise aurait eu des difficultés aujourd'hui. Si vos solutions avaient été présentes sur les ordinateurs d'entreprise, est-ce que vous auriez pu éviter cette attaque? Dire oui, parce que si je me rappelle bien, la cyberattaque a commencé par un mail. Donc, si le client avait été équipé de notre solution Protect, l'utilisateur qui a malheureusement cliqué sur la mauvaise pièce jointe ou le mauvais lien, je ne connais pas la typologie d'attaque, le collaborateur n'aurait pas été confronté à ce mail-là. Donc, ensuite, l'entreprise n'aurait malheureusement pas, aurait plutôt heureusement pas connu toutes ces mésaventures. Oui, tout à l'heure, rapidement, si on reçoit un email suspect, c'est important de le signaler, c'est ça? Il ne faut pas juste l'enterrer? Exactement, c'est mieux de le signaler parce que généralement, quand un collaborateur dans l'entreprise est attaqué, on sait que d'autres collaborateurs vont subir aussi des tentatives d'attaque. C'est que l'entreprise a été ciblée par un groupe de cyberattaquants. Donc signaler le mail malveillant à une personne qui, encore une fois, s'occupe et gère cette politique de sécurité informatique va permettre déjà de reconnaître ce nom de domaine. Pourquoi pas le signaler aux autorités, surtout faire en sorte de prendre les dispositions nécessaires pour éviter que l'entreprise connaisse une recrudescence d'attaques trop importante. C'est des coups de filet. Au plus d'attaques sont envoyées, au plus il y en a une qui a malheureusement la chance de passer. D'accord. Bon, merci pour ces explications. On a fait le tour des enjeux, des menaces, mais aussi des solutions et des conseils concrets. Nous avons aussi reçu de très nombreuses questions, et donc on va essayer ensemble d'y répondre. Allez, première question. Est-ce qu'une cyberattaque de notre ordinateur peut atteindre un cloud type Dropbox ou autre? Question technique, qui veut la prendre? Je veux bien la prendre. Alors, techniquement, ce serait faisable, mais quand on parle d'entreprises comme Dropbox, il y a de tels dispositifs de sécurité sur leur hébergement en SaaS, donc dans le cloud justement, qui fait que même si une entreprise cliente de Dropbox est attaquée,
Dropbox aura mis en place toutes les dispositifs de sécurité nécessaires pour que l'attaque ne pénètre pas leur réseau. On a l'exemple avec nous, Mail in Black. Nos solutions sont hébergées en SaaS, par exemple. Donc, si un de nos clients est attaqué, et là, je le dis, aucun de nos clients n'a subi de cyberattaque par le vecteur de l'email, donc c'est une preuve, nos systèmes d'information, nos serveurs sont protégés par les dispositifs de sécurité qu'on a mis en place. D'accord. Faut-il être prudent sur les demandes de RIB pour les paiements de nos clients connus quand ils changent de banque ? Oui, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est justement la crainte à avoir. Un fournisseur vous dit qu'il change de banque. Il peut changer de banque, il a le droit de changer de banque, mais est-ce que c'est vraiment le fournisseur qui est en train de vous demander ou est-ce que ce n'est pas un fraudeur ? Donc, contre-appel systématique, vérification éventuellement de l'IBAN par SEPA Mail Diamond ou par la VOB demain. Enfin voilà, il y a des fonctionnalités et il y a des services qu'on vous propose pour vous assurer de la véracité des informations que vous avez sous les yeux. D'accord, très clair. Une autre question pour vous, j'imagine, Thomas, parce que quel est le risque de transformer son RIB ou ses docs d'identité par mail ? Et sinon, si c'est risqué, est-ce qu'il y a un autre moyen plus sécurisé ? Alors, il y a un moyen plus sécurisé. La Banque Populaire propose l'IBAN virtuel. C'est un IBAN un peu comme une e-carte. Vous ne laissez pas vos coordonnées bancaires réellement sur Internet. C'est un faux IBAN. Il peut y avoir un risque de fraude au prélèvement, c'est-à-dire que quelqu'un usurpe votre IBAN et va commencer à faire des prélèvements. Alors de petits montants, bien sûr, parce que si vous avez un prélèvement de 1 000, 2 000 euros sur votre compte, je pense que vous allez, enfin en tout cas autour de cette table, je pense qu'on remarquera. Mais si vous avez des micro-prélèvements de quelques centimes, voire 1 euro, sur plein de débiteurs, sur plusieurs mois, forcément, ça fait une somme plutôt importante à la fin. Oui, parce qu'en fait, les hackers lancent d'immenses filets Exactement. Qui mordent à l'hameçon. Et donc, je vais prélever 1 euro, 10 000 personnes tous les mois. Vous calculez, ça fait... Ça, j'arrive à le calculer. Au bout de quelques mois... C'est plus facile que l'exemple de Lucas tout à l'heure. Donc oui, ne pas envoyer ou ne pas faire circuler ces IBAN sur Internet. Je prends le point à titre personnel. Est-ce que l'utilisation du service Mail in Black bloque totalement les attaques par mail ? Ou est-ce que les attaquants ont les moyens de passer à travers le service ? Alors c'est une très bonne question. Alors j'aurais envie de dire oui, mais malheureusement, aucun outil technologique est fiable à 100%. Aucun. Donc notre outil est quand même fiable et éprouvé. Donc on a une capacité de détection des mails malveillants qui est à 99,3%. Mais il reste 0,7% d'emails qui peuvent passer entre les mailles du filet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé notre second outil CyberCoach. Malheureusement, au moins si un mail passe entre les mailles du filet, l'utilisateur, comme il aura été testé, comme il aura été sensibilisé, il sera de lui-même déjoué la menace. C'est pour ça qu'encore une fois, notre cheval de bataille n'est pas la protection de la messagerie, mais la protection de l'utilisateur. Okay. On fasse les messages et on se forme tous là autour de la table, enfin en tout cas moi personnellement. Quand on démarre, comment est-ce qu'on dimensionne un budget cyber, Tony ? Comment est-ce qu'on peut convaincre son équipe de direction d'investir dans la cybersécurité ? Je dirais qu'il y a 3 arguments assez imparables. Le premier, c'est le coût d'une cyberattaque. On l'a évoqué, c'est entre 100 000 et 250 000 euros en moyenne. Et donc, quand on rapporte ce montant au coût d'une protection annuelle, on voit bien que les deux montants sont sans rapport. Le deuxième élément, c'est le risque que l'entreprise se retrouve en situation de très grande fragilité financière, avec à terme même une question sur la pérennité de l'activité de l'entreprise. Et puis, j'allais dire peut-être le plus important, vos clients vous font confiance en vous confiant leurs données, et il est de votre responsabilité de chef d'entreprise que de les protéger. D'accord. D'ailleurs, est-ce que vous couvrez aussi les clients de vos clients ? Oui, bien sûr. Au titre de la responsabilité civile, on couvre effectivement les réclamations de tiers qui auraient subi les dommages collatéraux suite à une cyberattaque. D'accord. Est-ce qu'un virus peut s'installer sur le téléphone ? Oui. Oui. D'accord. Prudence aussi. Donc, non, mais en plus, d'autant plus, maintenant, en fait, on surfe tous. Mais le téléphone est un terminal comme un ordinateur, comme une tablette. Aujourd'hui, même une télé connectée peut avoir un virus, par exemple. C'est possible. D'accord. Est-ce que c'est dangereux, quand même, de sauvegarder sur les clouds publics, Azure, AWS, etc. ? C'est une question que c'est difficile d'y répondre, très franchement. C'est difficile d'y répondre. Quelques jokers, mais j'aurais plutôt tendance à dire oui, parce que ce sont aujourd'hui, quand on parle d'Azure, on parle de Microsoft, on parle quand même du leader mondial de la gestion informatique dans sa globalité.
Niveau sécurité, ils sont quand même extrêmement robustes. D'accord, ils font les efforts. Oui. Simplifié sur la partie RGPD par contre. Oui, parce qu'ils sont soumis à la législation américaine, notamment au Patriot Act. Ça veut dire que le gouvernement américain peut récupérer les données qu'on va stocker justement chez des acteurs comme AWS, comme Microsoft, parce que ce sont des entreprises américaines. Y compris, ils ne sont pas un simple mail, en fait. Même sans les clouds, en fait, c'est juste, y compris pas les mails. Exactement. Est-ce qu'il existe des PCA ou des checklists toutes faites qu'on peut avoir à portée de main et la personnaliser en fonction de son entreprise? Est-ce qu'il y a des modèles Alors des modèles, je ne sais pas. Je sais que sur le site cybermalveillance.gouv.fr, il y a tout un tas de choses très intéressantes à récupérer sur, par exemple, comment créer une charte informatique. Je ne pense pas qu'ils vont jusqu'au PCA. Maintenant, c'est vrai qu'on ne devrait peut-être pas le dire, mais avec ChatGPT, DeepSeek ou d'autres, on arrive maintenant assez facilement à avoir quand même au moins une base de PCA. Très clair. Quel coût prévoir pour bénéficier de ce bouclier cyber sans budget formation? Que proposez-vous? Comment on fait pour dimensionner globalement? Alors, Il faut prendre en compte, quand en tant que chef d'entreprise. Nous, par exemple, de notre côté, pour commencer à répondre, après peut-être qu'Hervé pourra répondre sur la partie assurance, mais nous, ça va dépendre de la volumétrie d'utilisateurs à protéger, tout simplement. Donc le coût unitaire annuel de nos solutions va être dégressif selon la population de collaborateurs à protéger. Le prix unitaire, ça n'est pas le même pour une TPE avec 5 utilisateurs ou une ETI plus importante avec 500 utilisateurs, par exemple. L'IA, atout ou menace? Les deux, mon général? C'est un outil. Un outil. Voilà. Ça dépend comment on l'utilise. On peut l'utiliser à des fins positives, comme nous par exemple, nos technologies sont alimentées par de l'IA, mais ça peut être aussi à utiliser à des fins négatives, comme je parlais, la sophistication des emails malveillants via IA générative par exemple. C'est un outil, il faut lui savoir bien l'utiliser surtout. D'accord. Une question qui, vous avez un peu partiellement répondu tout à l'heure, mais question précise. Dans le retail, est-ce qu'il faut distribuer des IBAN virtuels? Dans le retail spécifiquement? Tout dépend de votre activité. Là, pour vraiment creuser la question, je pense qu'il faut éventuellement se rapprocher d'un expert ou de votre interlocuteur à la Banque Populaire. Je n'ai pas connaissance de l'activité réellement du client, mais en tout cas, on a un service d'IBAN virtuel qui est plutôt efficace et efficient. Donc voilà, avec grand plaisir pour en discuter ou pour creuser le sujet ensemble. Dans le retail comme dans d'autres secteurs, c'est une possibilité. Tout à fait. Très clair. Autre question, comment la directive, et question technique, ça va être pour vous Lucas, comment la directive NIS2 va changer la donne pour les entreprises cette année? C'est une très bonne question. Déjà, pour expliquer ce qu'est NIS2 à nos spectateurs, NIS2 est une directive européenne qui a été approuvée, qui est rentrée en vigueur au mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises. Je veux être sûr sur ce que j'avance, mais je crois qu'elle est en vigueur à partir de maintenant. Donc, qui a été appliquée sur le droit français. C'est une directive qui va demander à beaucoup de structures en France, je crois que les chiffres, c'est près de 160 000, de répondre à plusieurs points de conformité sur leur cyberprotection. C'est une directive qui va demander aux entreprises d'avoir une solution pour protéger la messagerie, un outil de sensibilisation, un gestionnaire de mots de passe, des outils de sauvegarde. Je crois qu'il y a à peu près une dizaine de points de conformité. La liste là est non exhaustive. Et NIS2 a séparé deux grandes typologies d'entreprises, les essentielles et les importantes. Donc on peut avoir des entreprises du milieu de la défense, de l'agroalimentaire, de l'énergie, de la salubrité, toutes les entreprises qui participent à la vie, à la continuité de la bonne vie dans notre pays. Mais il faut savoir qu'au-delà de ces entreprises, tous les prestataires qui gravitent autour d'eux vont devoir également se mettre en conformité parce qu'il y a justement des échanges d'informations entre les deux systèmes d'information justement. Donc je suis une PME qui livre par exemple des consommables à des hôpitaux, je vais devoir également me mettre en conformité parce que des données vont transiter avec l'hôpital en question. Et l'hôpital est considéré comme une entreprise essentielle. Donc c'est une directive qui va concerner énormément de structures en France. Les contrôles ne vont commencer que d'ici 3 ans, mais si d'ici 3 ans on n'est pas en conformité, il pourrait y avoir diverses sanctions administratives ou financières. Ça prouve que même d'un point de vue législatif, il ne faut pas être en retard pour monter dans le train de la cyberprotection. Comment on sait si son entreprise est concernée par NIS2 ? On va recevoir déjà du mailing, va avoir des annonces gouvernementales et surtout les prestataires, enfin les entreprises importantes et essentielles vont devoir prévenir leurs prestataires comme quoi la directive est en place pour eux et qu'eux également, s'ils veulent continuer à travailler ensemble, ils vont devoir se mettre en conformité. D'accord. Et une autre question sera pour vous, Anthony. Par quoi commencer si on a très peu de ressources en interne ? Écoutez, je pense qu'il faut d'abord commencer par protéger sa messagerie.
C'est la première des choses, puisqu'on a vu tout à l'heure et on a expliqué que dans 90% des cas, c'était la porte d'entrée. Ensuite, Sensibilise. oui, sensibiliser les salariés, hein, et on sait que dans 63% des cas, les salariés français ne sont pas suffisamment formés, ne sont même pas formés à la cybersécurité, une proportion qui peut même monter à 75% dans le cadre des petites entreprises. Et puis, surtout, hein, ce qu'on sait, hein, c'est que, et on l'a dit tout à l'heure, un dirigeant de TPE, PME est sur tous les fronts, et donc il va falloir effectivement que lui-même soit sensibilisé en premier chef. D'autant qu'ensuite, maintenant, toutes nos activités passent forcément par un moment ou un autre, effectivement par le téléphone ou par l'ordinateur, donc on est tous concernés. Est-ce qu'il y a une différence de protection à prévoir sur Mac vs Windows? On parlait de Windows 10, mais pareil, c'est un terminal. C'est la même chose. D'accord. C'est un système d'exploitation. Il y a Windows qui est proposé par Microsoft et iOS qui est proposé par Mac. D'accord. Mais écoutez, je crois que ce sera la dernière question. Merci, messieurs, pour ces explications et ces conseils très concrets. Je voulais quand même vous laisser un dernier mot, le mot de la fin, quand même. Allez, Thomas, on commence par vous. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à creuser le sujet avec votre expert et avec votre interlocuteur à la Banque Populaire. Je pense qu'on a la chance, et vous avez la chance, d'avoir une banque qui est très en phase sur ces questions-là. Donc voilà, c'était un premier vernis aujourd'hui, mais je pense qu'il est important de creuser le sujet un peu plus en profondeur avec votre interlocuteur ou votre expert Banque Populaire. C'était un peu plus qu'un vernis, Thomas. Plus qu'un vernis, quand même. Un très bon vernis. Lucas, votre dernier mot. Je dirais plutôt quel est, vous l'aurez compris, le dernier mot de Mail in Black. C'est qu'il faut savoir que les collaborateurs sont aujourd'hui votre première ligne de défense. Allouer un budget à la sensibilisation, à l'entraînement, c'est tout aussi important que de mettre en place des outils technologiques. Malheureusement, comme la surface d'attaque se multiplie autour des utilisateurs, aujourd'hui, un collaborateur qui est sensibilisé, qui est entraîné, ça vaut toutes les protections technologiques du monde. Il faut le savoir. Et surtout, malheureusement, les cyberattaquants comptent sur notre inaction. D'accord. Hervé? Moi, je dirais, préparez-vous au quand et non pas au si. Et il faut savoir aussi que l'offre cyber de WW n'est pas simplement un contrat d'assurance, c'est surtout un accompagnement complet pour gérer toute la crise. Et le mot en fait, que je dirais, c'est en fait la protection et la prévention plus la partie assurance. Je pense que là, on a le combo gagnant pour les entreprises. D'accord, donc il faut bien une approche globale, et c'est aussi, je crois, votre mot de conclusion, Anthony. Oui, moi je dirais qu'aujourd'hui, la cyberprotection n'est plus une option, et votre approche de dirigeant d'entreprise doit combiner différentes solutions. D'abord de la prévention, de la protection également avec Mail in Black, de la sensibilisation, mais aussi une assurance qui va couvrir votre entreprise. Et Banque Populaire est en capacité de vous accompagner avec ses partenaires sur ces différents volets. Et puis, vous pourrez d'ailleurs, donc n'hésitez pas pour cela à vous rapprocher de votre chargé d'affaires entreprise, qui pourra vous accompagner, vous conseiller. Et puis, vous pouvez également profiter du mois de la cybersécurité avec une offre spécifique valable jusqu'à fin novembre. D'accord, donc le message est passé aujourd'hui. Merci vraiment, messieurs, pour vos explications, la qualité, la précision de ces explications. Merci aussi à vous pour votre écoute et pour vos très nombreuses questions. Restez vigilants, restez protégés et passez une excellente journée.